Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Milena. Bonjour Divine. C'est depuis le TRAC, un espace dédié aux industries culturelles, que nous vous proposons la 3e émission de Silence on Fif. Un programme riche et dense se profile aujourd'hui. Nous avons entre autres évoqué la vie de foyer avec le réalisateur Fred Baïf et son actrice Anaïs Suldry, venue présenter le film La Mif. Nous sommes ensuite immiscés dans la filmographie de Catherine Corsini, cinéaste française, avant de mettre au défi une maquilleuse spécialisée dans les effets spéciaux. Mais chut, pas un mot de plus. On enchaîne avec le reportage de Gaëtan qui a tenté de percer le secret des tournages réalisés à Namur. Cette cuisine vous dit peut-être quelque chose. C'est normal, c'est celle utilisée dans le film Les Visiteurs 3. Et puis là, vous avez Jacouille, la fripouille, qui est couchée juste derrière moi ici. Et ce balai, c'est celui qu'a utilisé Marianne Chazelle dans le même film. Mais il n'y a pas que les visiteurs qui ont été tournés ici. Notamment dans La folle histoire de Max et Léon, où il devient une grande salle de propagande pour l'armée allemande. Célestin ? Oui. Bonjour. Qui dit tournage, dit trucage. Que ce soit ce cache pour dissimuler un baffle ou encore ses colonnes, tous ces éléments ont été laissés par les équipes de film. Et chaque année, la visite est un succès. Chaque fois, le public répond en masse, si on peut dire. Les groupes sont complets et c'est surtout une belle opportunité pour faire venir dans le musée, à travers le cinéma, des personnes qui normalement ne viendraient pas. Moi, ça m'a plu, oui, très bien. J'ai appris pas mal de choses et j'ai découvert aussi un musée que je ne connaissais pas du tout. On est venu pour faire un peu découvrir l'envers du décor aux deux petites. Je me rends compte qu'on a un patrimoine très intéressant à Namur et qu'on ne l'exploite pas assez. On n'a pas vu le film Les Visiteurs 3. Par contre, on prévoit de le regarder cet après-midi en rentrant avec les filles. C'était très bien, c'était très impressionnant à écouter. C'était chouette, franchement, c'était cool. J'ai beaucoup aimé. Donc j'avais déjà vu ce musée avant, mais il y a longtemps. Donc déjà, c'était agréable de le revoir. Et puis, j'aime beaucoup le cinéma. Et à la limite, j'aimerais beaucoup voir un tournage. Et donc, c'est un petit aperçu de ce qu'on peut trouver pendant le tournage d'un film. Voilà, donc j'ai trouvé ça très bien. Vous l'aurez compris, le FIF est le meilleur endroit pour se plonger dans les tournages et ses secrets en tout genre. Et toi, Divine, tu savais que Les Visiteurs 3 avaient été tournés à Namur ? Et non, je le découvre comme toi. Eh bien, justement, pour les petits curieux, il reste une dernière visite le 7 octobre, alors foncez-y. Parlons maintenant de La Mif, le long-métrage qui a été acclamé lors du Zurich Film Festival ce week-end, où il a remporté l'un des prix les plus prestigieux. On verra si la chance continue de lui sourire à Namur. Et oui, le drame social de Fred Baïf est en effet en compétition officielle au FIF pour remporter le Bayard d'Or. Le réalisateur et son actrice Anaïs Suldry, l'interprète d'Audrey, une adolescente placée en foyer, sont reçus par Salomé. En attendant, on regarde un extrait. En fait, vous êtes tous des manipulateurs, des bâtards à la con, vraiment. Je sais pas, on a déjà pas de famille et tout. Ici, c'est notre famille, c'est notre seule famille, c'est notre maison. Vous êtes là à nous dire, ouais, on est là pour vous, nanani, nanana. Puis en fait, après, on est toujours seuls dans nos galères, en fait. En vrai, j'aimerais tellement genre retrouver mon père et juste lui péter sa gueule, en fait. Mais... Tu crois vraiment que quelqu'un peut changer comme ça? Bonjour Anaïs Suldry et bonjour Fred Baïf. Nous venons de voir un extrait de votre film La Mif. Vous êtes donc le réalisateur et l'actrice de ce film. C'est l'histoire de Laura, qui est directrice d'un foyer d'accueil pour jeunes adolescentes et enfants. Et à un moment, il va se passer quelque chose et qui va justement nous permettre de voir l'envers du décor des foyers d'accueil. Vous avez tous les deux un lien avec cette thématique parce que vous avez été éducateur et vous avez vécu en foyer. Je me demandais pourquoi faire un film sur la thématique des foyers. À la base, en fait, moi j'avais une envie de traiter du sujet des abus sexuels parce qu'en fait c'est probablement un des plus gros fléaux de l'humanité, mais on ne s'en rend pas encore bien compte. Mais en même temps, il y a beaucoup de films là-dessus et je me suis dit, mon film va traiter du sujet, mais ça ne sera pas le sujet principal. Et peut-être qu'il faudrait que je trouve un endroit où je pourrais traiter de cette thématique. Et moi, c'est une question qui m'a beaucoup préoccupé quand je travaillais comme éducateur. C'est est-ce qu'on répond réellement aux besoins ou est-ce qu'on n'est pas un petit peu à côté des fois? Et toi, du coup, qui as vécu en foyer, tu as l'impression que le film relate la réalité ou pas trop? Oui, clairement. Je pense que le film,
Il est hyper réel. Par exemple, tous les dimanches, on devait se rejoindre. Et on choisissait tous les repas de la semaine, qui allait le préparer, qui allait aller faire les courses. Et chacun devait cuisiner le repas. Et puis, il y a plein de détails comme ça que, oui, ça fait que c'est très réel. Moi, je trouve que c'est réel. Vous n'êtes pas actrice et tout le film a été fait, tous les dialogues ont été improvisés. Est-ce que c'est pas trop compliqué d'improviser, justement, de pas être... Je sais pas si on n'est pas très dirigé, mais de pas avoir de texte auquel se référer? Avant chaque scène qu'on tournait, Fred nous prenait 5 minutes avant et nous disait, voilà, notre autoroute, donc par exemple, ne sois jamais d'accord, ou touche un truc, ou sois énervé. Je suis pas vraiment complètement d'accord, parce que je leur donnais pas des états, je te disais pas sois énervé. Je leur donnais des indications très très simples, puisqu'ils sont pas acteurs professionnels. On a rajouté des scènes qui n'étaient pas du tout prévues au scénario, parce qu'on trouvait que c'était une bonne idée de le faire, on essayait des trucs. Le film n'a pas pu être financé parce que j'avais un scénario, mais pas de dialogue. Et ça, en tout cas aujourd'hui, pour les institutions qui financent le cinéma, c'est pas encore accepté qu'on travaille comme ça. Et ça, je trouve terrible, parce que le cinéma, c'est un art, et il y a plein de manières de le faire, quoi. Donc moi, mon combat aujourd'hui, c'est vraiment de changer ça. Avec ce film, c'est de dire, les gars, maintenant, est-ce que vous pouvez financer des projets, s'il vous plaît, sans que ce soit, comme ça, quoi. Et en plus, ça marche plutôt bien parce que vous avez gagné des prix, donc, notamment à la Berlinade ou au Zurich. Donc, ça va plutôt dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous diriez de votre collaboration? Est-ce que ça s'est bien passé de collaborer avec Fred comme réalisateur? Bien Fais sûr. gaffe à ce que tu dis. Bien sûr. non, oui, bien sûr, ça s'est bien passé. Et puis, je pense qu'on a noué une vraie relation et des vrais liens. C'était important qu'on n'ait pas ce truc assez classique de l'industrie du cinéma qui va utiliser des gens qui ne sont pas comédiens et ensuite les lâcher dans la nature, quoi. Et d'ailleurs, sur la scène du baiser au début, qui est un peu longue, il n'y a pas une petite anecdote à raconter sur ça? Donc c'était avec Jem Rose, qui a joué notamment dans Le Tapis Rouge, un autre film de Fred. On devait s'embrasser quelque chose comme 10 secondes. Ensuite, arrêter pendant peut-être 5 secondes et puis se réembrasser. Fred nous lance, action, on commence à s'embrasser. Et en fait, on n'arrête pas de s'embrasser. On n'arrête pas de s'embrasser, ça dure presque 1 minute, quoi. Et puis là, il y a Fred qui dit « Ok, coupez !» Il nous dit « Bon, le moment, c'est qu'à un moment, quand même, vous arrêtiez de vous embrasser. » Et du coup, on a mis un truc en place, que je devais toucher son bras quand on allait arrêter de s'embrasser pour pas qu'il y ait de quiproquo. Mais voilà, c'était marrant. Du coup, quand il y avait des moments un peu sensibles, il y a des scènes fortes où vraiment les filles sont très émues, il y avait toujours ce moment où on débriefait, quoi. On les prenait avec nous et on discutait, on se demandait si ça allait. Rien n'était fait sans leur accord. Et puis surtout, tout est de la fiction. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui sont vraiment de leur vie réelle, qui apparaissent dans leur personnage, on en discute. Et c'est seulement si elles le veulent, en fait. Si elles décident que, oui, cette histoire-là, elle m'est vraiment arrivée, mais je veux la raconter dans le film quand même, alors ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne vais jamais leur imposer un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus pour la suite? Un prix à Namur, pourquoi pas, hein? On vous le souhaite, du coup. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et bonne chance pour avoir un prix à Namur. Merci beaucoup. Merci Salomé et bonne chance à toute la MIF. Actrice, scénariste, réalisatrice, Catherine Corsini touche à tout et on en redemande. Le focus du jour, concocté par nos soins, lui est consacré. C'est notre cul qui se Manifester pourquoi? Pour le droit des femmes. C'est un enfant à naître. Mon corps n'est pas une voiture. Féministe dans l'âme dès ses débuts, Catherine Corsini déjoue les dictats de la société et les préjugés. Dans un registre mélodramatique et une dizaine de films à son actif, elle redonne la parole aux femmes. J'aimerais bien que tu reconnaisses Chantal. Je demande pas d'argent, ça m'intéresse pas. J'ai des copines lesbiennes, mais je le suis pas, c'est tout. Moi non plus.
Moi, je suis une femme qui vit avec une femme, donc je ne vais pas m'interdire de faire un film. Ça serait même horrible de se dire qu'on ne peut pas faire un film parce qu'il y en a déjà eu un sur le même sujet. De la comédie à la romance en passant par le drame, Catherine Corsini s'essaye à tous les genres, tous les styles. Il y a 3 sortes d'amour. L'amour conjugal, c'est celui que tout le monde veut. Ensuite, il y a la passion. Et ensuite, il y a ce que j'appelle la rencontre inévitable. Les choses sont pas aussi simples que tu l'imagines. Si la femme est toujours au centre de ses réalisations, elle s'inspire aussi du monde d'aujourd'hui et de sa dureté. Poser des questions sur le social, sur la place des femmes, sur le déterminisme, sur les rapports de classe. Ah bah la société bourgeoise! Si t'as mangé, c'est grâce à moi. Ta mère était femme de ménage ici. C'est vous qui faites travailler ma femme au noir. Tu sais très bien que je ne t'épouserai pas, je te l'ai toujours dit. Évidemment, si t'avais été riche, ça aurait été différent, j'aurais réfléchi. En 2021, elle reçoit la Queer Palm pour son film La Fracture, un récit politique puissant où la question de l'homosexualité féminine apparaît banalisée. Monstre, pute, salope. Je crois que t'as le syndrome de la tourette. Est-ce que vous avez des lits disponibles parce qu'on commence à avoir beaucoup trop de monde? Il n'y a plus de kétamine, vous savez où je peux en trouver là? On en a plus. Franchement, je vous admire, hein. C'est gentil. Hein. Mais vous savez, moi, je pense que je vais bientôt quitter le service. J'avais un moment de donner de sa personne tout le temps, et de pas sentir qu'on nous respecte. Ni nous, ni notre travail. Ce film est à la fois un hommage au service d'urgence et une fracture ouverte sur la réalité qui résonne avec les événements actuels. La fracture sera présentée en clôture du FIF. Si, de passage au FIF, vous avez vu et savouré Les Intranquilles, Entre les vagues ou encore Alors on danse, c'est en partie grâce au travail d'Anaïs Bourdry, celle qui est chargée de la programmation du festival. Marois l'a rencontrée pour qu'elle nous raconte les coulisses de son métier. Bonjour Anaïs Baudry, donc vous êtes chargée de programmation de tous les films, les courts comme les longs métrages, avec Hélène Lambert pour tous les films qui seront diffusés au FIF. Alors, bonjour. Bonjour. La première question que j'imagine tout le monde se pose, combien de films est-ce que vous avez vus pour préparer le FIF ? Je ne sais pas exactement combien moi j'en ai vu. On en a reçu plus ou moins 1000. Il n'y a pas juste nous qui visionnons, on n'est pas juste 3 à visionner. On a un comité de programmation composé d'une vingtaine de personnes qui nous aident justement à regarder tous ces films et à faire le meilleur choix. Cette programmation, du coup, comment on sait qui va regarder quel film et quel nombre de films ? Ça dépend un petit peu. On reçoit les films et puis après on envoie les liens à nos membres du comité. C'est vrai que les membres du comité ils sont divisés par pays et par type de film. Ils regardent du court ou du long, plutôt des films français, plutôt des films suisses. Enfin, on essaie un peu de répartir. Pour pouvoir programmer, il faut que le film sortent en général en salle, en tout cas quand ils sont distribués proches aux dates du festival. Sur quels critères justement est-ce que vous allez décider si un film est programmable ou pas du tout ? Le critère principal, c'est qu'il soit issu de la francophonie. On va aussi aller vers des films inédits qui n'ont pas été diffusés avant. Aussi des films où on espère pouvoir avoir du casting, qui puissent se déplacer aussi. Ça fait partie aussi des choses qui peuvent nous permettre de prendre des décisions, certaines décisions, aller vers un film plutôt que l'autre. Vous, en particulier, vous avez fait l'IAD, vous avez fait une spécialisation en script et montage. Est-ce que justement, maintenant, quand vous regardez un film, est-ce que vous pouvez le voir en tant que spectatrice vraiment lambda, ou alors est-ce que vous êtes un petit peu ennuyée en disant « Tiens, moi, j'aurais monté différemment » Moi, je pense que j'arrive à le regarder en tant que spectatrice un peu lambda. Ça dépend, je dirais. Je crois que quand je commence à regarder la technique, c'est que je m'embête un petit peu. Justement, maintenant que vous pouvez avoir un tout petit peu de recul sur ce que vous avez fait, est-ce que si l'année prochaine, et je vous le souhaite, vous deviez reprendre ce rôle, vous feriez quelque chose de différent ? Sûrement plein de choses. Vu que c'est la première année, on découvre beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses. Et je pense que l'année prochaine, on mettra en place de nouvelles choses pour être plus à l'aise, pour avoir peut-être plus de maîtrise sur ce qu'on fait, plutôt qu'en cette année 1, quoi. Alors, dernière question. Si vous deviez donner un conseil à un ou une programmatrice de cinéma qui devrait débuter un peu comme vous cette année, qu'est-ce que vous lui diriez ? De respecter ses valeurs, de respecter ce qu'on a envie de montrer, parce qu'il y a des contraintes qui font qu'on ne peut pas toujours programmer juste les films qu'on aime, mais voilà, de se battre pour cela et d'essayer de les avoir jusqu'au bout, même si parfois il y a des déceptions, mais
Voilà, il n'y a pas vraiment je n'ai pas vraiment d'idée de conseil. Merci d'avoir été avec nous, Anaïs Mais de rien. Bourdry. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci, vous aussi. Au cinéma comme ailleurs, les personnages principaux sont rarement des femmes, plus rarement encore des femmes complexes. C'est de cette réalité dont traite La Protagoniste, le docu-fiction de Sarah Carlo Jaber. Pour vous, Élise a interviewé dans le téléphérique namurois. Bonjour Sarah Carlo Jaber. Bonjour. Vous êtes ici au FIF pour présenter un court-métrage qui s'appelle La Protagoniste. Alors avec ce court-métrage, vous pointez du doigt, si on peut dire, les laissés pour compte du cinéma, donc principalement les femmes noires, des femmes racisées, des femmes lesbiennes. C'est un message fort. Pourquoi est-ce que c'était important de présenter ce message-là ? Alors ce projet, si je peux le recontextualiser un tout petit peu, il fait partie d'une collection de courts-métrages qui s'appelle la collection Female Gaze. Donc le film que j'ai écrit et réalisé, il parle des femmes et de leur représentation. Ça part d'un constat aussi d'avoir souvent des films qui sont vus par par un regard neutre qui est le regard masculin, et l'envie était de décloisonner un peu tout ça et d'avoir des personnages féminins qu'on ne voit pas ou pas assez. Waouh! Qu'est-ce que vous faites là? Nous, on n'était même pas dans le film, du coup on s'est installé ici. Bah, ils avaient déjà le quota de discrimination positive. Vous l'avez dit, votre film fait partie de la collection Female Gaze. Au final, c'est quoi Female Gaze? Female Gaze, c'est un concept qui a récemment été réactualisé par Iris Bray. En fait, l'idée est de présenter des personnages féminins qui soient sujets, non pas des objets, qui ne soient pas filmés comme des objets, mais comme des sujets. Donc, être dans leur expérience et que le récit déconstruise l'inconscient patriarcal. Donc, votre film se présente sous la forme d'un road movie. Oui. Quel a été le road movie qui vous a le plus marqué? Alors, je me suis clairement inspirée de Thelma et Louise. C'est donc un film de Ridley Scott qui a été écrit par Callie Khouri. Et j'aime beaucoup ce film parce que c'est un film female gaze, comme quoi le female gaze peut aussi être créé par un homme. Et en quelques mots, présenter ce film-là au FIF, ça représente quoi pour vous? C'est super parce que c'est important que les films féministes soient diffusés dans un cadre comme le FIF. Ça veut dire que les questions féministes sont sorties de la sphère féministe justement et qu'elles sont aux portes de nos institutions. Ici au FIF, plus ou moins la moitié des réalisateurs des films sont présentés par des femmes. Mais bon, c'est pas le cas de l'industrie du cinéma en général. Est-ce que vous pensez qu'il faut encore mettre les femmes en valeur dans les films? Oui, bien sûr. Et avec le collectif et le Fonds des films, on a signé avec le FIF la charte 50-50 pour une parité dans la diffusion. Donc c'est hyper important que des festivals comme le FIF se positionnent comme ça. Quelles sont vos craintes quant à l'industrie du cinéma à venir? J'ai peur que les efforts qui ont été mis en place pour plus de parité dans les équipes et l'éveil des consciences depuis 2017, j'ai peur que ce soit juste une petite vague et puis que ça retombe. Pour terminer sur une petite note un peu positive quand même, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? De faire des films. Redescendons sur Terre et intéressons-nous aux plaies sanguinolentes et autres gorges tranchées. Rien de réel, rassurez-vous. Elles étaient effectuées d'une main de maître sous le chapiteau de la Bourse par une maquilleuse spécialiste des effets spéciaux. L'occasion de prendre des notes pour le prochain Halloween qui arrive à grands pas. Plaies sanguinolentes, cicatrices, blessures de guerre, des termes qui font peur, et pourtant aujourd'hui, tout le monde semble ravi. C'est sous le chapiteau principal qu'une vingtaine de personnes s'agitent. Comme chaque année, pendant le festival, divers ateliers sont proposés, et en l'occurrence aujourd'hui, c'est atelier maquillage et effets spéciaux. En fait, c'est des choses qu'on fait dans le quotidien pour le théâtre amateur, pour le théâtre et pour le cinéma, par rapport à des scènes, des films, des jeux, des cluedo. La règle d'or, n'oubliez pas, non, faites pas. On a tout le matériel pour faire des choses fantastiques et souvent les acteurs sont très calmes. Cet atelier qui anime les petits mais aussi les grands permet aux festivaliers de se plonger derrière les coulisses du cinéma. J'ai fait un tournage où j'étais plein de sang
où je me faisais tirer dessus. Et donc il a vu les photos, il a eu un peu peur. Et j'ai essayé de lui expliquer ce qui se passait justement dans le principe de maquillage et tout. Que tout ça c'était des effets spéciaux qu'on n'aurait pas pour du vrai. C'est la première fois que je m'essaye avec ce genre de technique parce que je fais déjà du grimage en temps normal, mais grimage enfant. Comme en plus on est secouriste, on connaît un peu les plaies. Mais là j'en invente des nouvelles, hein. C'est vraiment de la nouveauté. C'est un moment de transmission et c'est ça que j'aime beaucoup aussi. Énormément de retours positifs. Oui, oui. Les gens parfois veulent reprendre le train avec la cicatrice, ils ne veulent pas l'enlever tout de suite. Le FIF, ce n'est donc pas que des diffusions de films, il y a aussi tout l'envers du décor qui anime et effraie. À peine remise de ses blessures, Sarah a continué de nous impressionner avec sa polyvalence. Elle a passé pour vous un casting au Grand Auditoire de la Bourse. En voici un extrait. Ce serait pour m'inscrire pour le casting. Je dois dire bonjour ou je... C'est toi qui vois. Ok, ça va. On va imaginer une situation, voilà, on est en Belgique, tout se passe comme vous connaissez. Donc en gros, là ils nous ont expliqué ce qu'on allait devoir faire. Ça va être une scène d'improvisation entre des hommes et des femmes qui ne sont jamais vus en vrai mais qui se connaissent via un forum. Un contenu à retrouver en intégralité sur mammouth.media. Place à la photo du jour. Milena, où étions-nous hier soir ? Eh bien, nous étions à la brasserie François où nous avons eu la chance immense de croiser Yolande Moreau. Comédienne, réalisatrice, elle est cette année aussi présidente du jury des courts-métrages. Et il était impensable pour nous de repartir sans un cliché souvenir. Et c'est déjà la fin de ce 3e numéro de Silence on FIF. Milena, c'était un plaisir de partager ce plateau avec toi. Plaisir partagé. Merci aux équipes de l'IEX et de la Elbe, sans qui cette série d'entretiens et de reportages n'aurait jamais pu voir le jour. Nous confions les rênes de l'émission de demain à Barbara et à Élise. Vive le FIF et longue vie au cinéma francophone. À demain.